Et on est live. Salut Fanny. Salut Stéphane. Je suis super content de te recevoir. On va expliquer ce que tu fais, mais je suis super content. Ça fait un moment qu'on voulait le faire et puis on a pris le temps de le faire. On est dans la nouvelle déco du studio. Alors c'est pas moi qui l'ai fait parce que je suis pas très fort pour décorer, mais voilà, on profite de ce nouveau studio qui a été décoré. C'est plutôt sympa. C'est la dernière qu'on fait de la saison avec toi en plus, donc ça c'est super cool. Et à la rentrée, on aura peut-être un nouveau setup avec régie et tout. Bon, c'est super cool. Donc, bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, moi, qui me tient particulièrement à cœur, le quantique. Alors, parce que j'ai une vraie appétence, je suis pas un spécialiste, mais j'aime beaucoup tout ce qui est astronomie. Quand tu t'intéresses à l'astronomie, à un moment donné, on te parle de physique quantique, tu vois. Et, bon, alors moi, je décroche Ça en peut. général. Donc, on verra ça avec présenté pour toutes les personnes qui ne connaissent pas. Ok, bah écoute, moi c'est Fanny Bouton, ça fait 6 ans que je suis au VH Cloud. Je suis arrivée en 2020 en plein Covid pour m'occuper du Bien joué. Startup Programme, faire un reboot du Startup Programme sur la France et le Benelux. Et puis j'ai commencé à m'occuper, je faisais des podcasts sur le quantique à côté et on s'est rendu compte qu'il y avait plein de startups en France qui naissaient sur le quantique. Donc on a décidé de faire un programme quantique au sein du Startup Programme. Et de fil en aiguille, on est devenu des produits dans notre roadmap, des partenariats, un vrai programme. Et donc maintenant, je dirige le quantique depuis un an. Okay. Un an et quelques mois. Donc, ça t'occupe un petit peu, j'imagine. Ça occupe pas mal, surtout que il y a beaucoup de gens qui ont envie qu'on en parle. Donc des fois, je suis pas assez derrière mon bureau pour. mais non, j'aime beaucoup en parler. Non, c'est un sujet vraiment. Donc aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, parce que c'est quand même à la fois un sujet passionnant, à la fois un sujet où on entend beaucoup de choses, parfois plus ou moins, on va dire, fondées, vraies. Enfin, je te laisserai expliquer tout Comme ça. les annonces de Microsoft cette semaine. Je dirai rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on va essayer de vraiment un peu démystifier, dégrossir le truc. Et nous, on a déjà un rendez-vous qu'on veut se faire où, sur la saison prochaine, on essaiera d'amener une partie un peu plus technique, un peu plus concrète, soit avec des partenaires, avec des devs, pour voir un peu comment on met vraiment les mains dedans. Aujourd'hui, on va essayer dans cet univers qui est relativement méconnu, en tout cas dans le détail. Puis après, on verra plus tard. Du coup, faudra en profiter pour ce. Nous, on a un petit œil sur la partie commentaires. Si vous avez des questions, qu'on essaye d'y répondre, parce qu'il se peut qu'on n'ait pas la réponse à toutes les questions. En tout cas, on va essayer d'y répondre. Donc, n'hésitez pas à nous faire digresser, à partir sur des sujets. On essaiera de faire ça avec plaisir. Moi, ce que j'ai envie de faire, première question, bête et méchante, c'est OK, le quantique, c'est quoi? Alors, va pas trop non plus côté physique et tout ça, très bas niveau, parce que tu vois, moi. Non, puis je vais pas pouvoir non plus, j'ai mes limites J'ai vite scientifiques. arrêté, tu vois, après le lycée, je suis parti côté informatique, moi, tu vois, j'ai laissé les maths et la physique de côté. Mais si tu devais un peu nous aider à remettre un peu le quantique au milieu de tout ça par rapport à tout ce qu'on entend, qu'est-ce que c'est en fait à grosse maille le quantique? Ouais. En fait, tu as la physique quantique vraiment qui a été découverte il y a pas mal d'années maintenant, mais on s'est rendu compte que c'était différent de la physique newtonienne. Donc c'est la pomme qui tombe, la gravité, Ouais. tu vois, tous ces trucs-là. Donc, là, ça va à peu près. Voilà, ça c'est la physique classique qu'on connaît. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres particularités physiques dans la physique quantique qui n'agissent pas ces lois de la physique classique. Et donc, ce sont des toutes petites particules. Alors, ça peut être des photons, des atomes, voilà, dans l'infiniment petit. Ces particules ont des capacités physiques différentes. Elles se comportent comme, par exemple, et des ondes et des particules en même temps. Elles ont 2 états à la fois. Elles peuvent être à 2 endroits en même temps parce qu'elles sont tellement rapides que, en fait, on n'a pas. Voilà. Et donc, une des particularités les plus rigolotes, c'est l'intrication quantique. On sait que quand on intriquait des particules, donc c'est une petite manipulation physique, c'est ce que Alain Aspect, qui a reçu le prix Nobel de physique en 2022, a démontré en 1984. On sait donc prendre ces particules, les intriquer et du coup, quand on les sépare, par exemple, de 1 mètre ou de 10 000 kilomètres ou des milliers de si on fait quelque chose à l'une, il se passe exactement la même chose à l'autre. Et donc, on pourrait considérer que c'est même plus première. Et ces propriétés de la physique quantique, on s'est rendu compte que mathématiquement, ça permettait de faire 0 et 1 à la fois, de faire. Ça a été prouvé. Le côté de l'intrication, c'est un truc qu'on a fait, manipuler. On sait le faire, on sait le reproduire. Okay. Par contre, même le prix Nobel râle en disant
Il pose la question d'ailleurs quand tu as un entretien avec lui, il dit est-ce que tu as compris ce que tu m'expliquais comment ça marche? Et là, tu es là, tu lui dis je sais que tu peux le faire, mais voilà. Et il dit c'est bien, tu as bien répondu parce qu'il y a des gens qui essayent de lui expliquer comment ça marche avec les mondes parallèles et tout. Et en fait, il dit non, scientifiquement, on sait le faire, mais on ne sait pas expliquer pourquoi et comment. Donc, peu de côté de magie noire derrière la physique quantique parce qu'on a encore des choses à expliquer. Par contre, le fait de savoir intriguer, ça permet de créer des nouveaux types de processeurs. Pareil, donc on utilise la dualité entre particules, la superposition d'états. Tout ça sont des choses qui automatiquement ont permis de créer un nouveau type d'informatique. Donc il y a une partie physique dont tu as parlé. Derrière, en découle une nouvelle façon de faire des maths. Exactement. Et nous, on verra un peu plus tard ce que ça fait côté IT. Le fameux chat de Schrödinger, du coup, c'est moi c'est connu que je connais dans. C'est le plus connu, c'est notre pote Kat qu'on a mis sur nos petites tasses aussi. Et vous le retrouvez chez pas mal. Donc le chat de Schrödinger, expérience où c'était un petit peu une digression scientifique parce qu'elle est pas, mais elle porte attention parce qu'en fait on sait pas, on met un chat dans une boîte avec un petit composant radioactif et tant qu'on nous, voilà, bon, c'était il y a très longtemps dans des conditions plus ou moins réelles, mais en tout cas l'histoire c'était de mettre ce chat avec ce composant radioactif et en fait tant qu'on n'ouvre pas la boîte, on ne sait pas si le chat est mort ou vivant, si le composant radioactif, et donc c'est justement le fait quand on s'est rendu compte que quand on observe un élément quantique de la physique quantique, et justement change son état. Donc ça veut dire c'est une chose importante d'informatique qu'on aime bien observer ce qui se passe dans la machine en cours pour vérifier si le calcul il tourne bien. Ben là tu peux pas si tu observes des propriétés en physique quantique. Tu dénatures le résultat parce que la particule va changer de comportement. C'est un peu comme jouer à 1, 2, 3 soleil. Ouais, je commence déjà à avoir des neurones dans mon cerveau qui commencent déjà à se. Non, et je pense qu'il faut pas essayer de comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, on a réussi à faire des nouvelles. On utilise les maths linéaires et puis les maths booléennes, que ça change la façon de programmer, que ça change la façon de faire le chipset, vraiment les processeurs, et que ça va apporter des nouvelles choses à l'informatique sans la remplacer. C'est un complément. Ouais. Ça, on va en parler, c'est hyper intéressant. Mais tu sais, quand ils sans chercher à comprendre jusqu'au bout, tu sais, comme on est dans l'IT, on aime bien. En plus, on a une certaine, une habitude, et puis on a un confort, c'est que un ordinateur, quel que soit l'ordinateur du moment, même le plus puissant avec les plus grosses GPU, on a moi j'ai été formé avec du 0 volt, 5 volts, donc je sais ce qui se passe au fin du fin dans mon ordinateur. Mais ça, tu vas pouvoir comprendre ce qui se passe au fond du fond, le type de processeur, comment il va fonctionner, comment on va superposer les qubits, on va les piloter, etc. Mais c'est plus les phénomènes de physique qui il faut accepter, quoi. Il faut accepter parce que voilà, tu sais dans ton cas. Honnêtement, à part quelques bons geeks et nerds, on est quelques millions sur la planète, mais qui cherchent à savoir que tu as un peu d'électricité qui passe dans un transistor, combien de personnes dans le monde s'intéressent à ça? Bon, là, tu vas savoir que tu as des qubits qui sont soit des atomes, soit des photons, soit des circuits supraconducteurs qui reproduisent le comportement d'un atome quantique. Parce que là aussi, on va voir qu'il y a des qubits. Et ça, c'est ça qu'on va mettre dans le processeur. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est comment je vais bouger mes portes autour de ces qubits. C'est plus comme les 0 et les 1 et le transistor classique. Et c'est ça qu'on a besoin. Comment je programme ça pour obtenir mes résultats? Justement, on va tranquillement avancer. Tu parles déjà de transistors, de qubits, de 0 et de 1. On va y revenir un peu après. On va y revenir. Alors justement, on a vu à très grosse main, on n'a pas la prétention d'avoir expliqué le quantique en 5 minutes. Mais, non, il y a plein de super confs en ligne voilà, pour aller plus loin aussi. N'hésitez pas. C'est pas le but. Si on descend d'un niveau, donc là on a vu le quantique d'un point de vue général, c'est ce qu'il y a sur le slide, et si maintenant on descend sur la partie vraiment computing, informatique, et que tu commences à transposer le quantique dedans. En fait, c'est quoi le quantique d'un point de vue, les grosses différences que je connais sur mon ordi. Si je te dis, voilà, le quantique c'est quoi, quand je l'applique à la science de l'informatique. Ouais, alors je commencerai même, si tu veux, par dire pourquoi est-ce qu'on a besoin d'informatique quantique avec toute la puissance de calcul qu'on a maintenant et ce qu'on sait faire. J'ai beaucoup de gens qui me disent on sait déjà faire, on sait améliorer, on a l'IA maintenant.
pourquoi investir autant d'argent dans des nouveaux types d'ordinateurs? Ce qu'il y a d'intéressant avec justement ces QPU, ces Quantum Processing Unit, donc ce seront des nouveaux processeurs, un peu comme les GPU, ajoutés, et on va même se rendre compte que bientôt on pourra piloter, faire passer des algos au travers des QPU, GPU, voire CPU. On va peut-être, c'est pas soit l'un soit l'autre, et ça va pas remplacer. On peut vraiment améliorer la rapidité sur la simulation et l'optimisation, et potentiellement le quantum machine learning. Les propriétés physiques de ces chipsets, c'est ça, c'est accélérer ces calculs-là qui sont exponentiels. Parce qu'on a rajouté un état dont tu parlais tout à l'heure. Parce qu'on fait 0 et 1 à la fois, et qu'en fait, on va aller probabiliste. D'ailleurs, c'est plus des calculistes. Mais on va pouvoir les rejouer instantanément. En fait, c'est comme si tu étais toutes tes datas instantanément. Là, j'ai un petit peu simplifié, mais qui est pas mal, c'est de se dire, en classique, j'ai un labyrinthe, je rentre dans le labyrinthe, je vais faire tous les chemins par un, noter les trajets. Au moment où j'arrive à la sortie, et je sais que je suis sortie. Mais ça m'a pris un certain temps à faire tout le labyrinthe. L'ordinateur quantique, il va être capable de faire tous les chemins en même temps, et la façon dont c'est fait. Et donc, je sors instantanément du labyrinthe. Par contre, je ne saurais pas t'expliquer comment je suis sortie. J'ai fait toutes les probabilités et ça m'a donné le meilleur chemin instantanément. Et donc, c'est ça, c'est un petit peu ça qui est attendu de l'informatique quantique, c'est d'être capable de simuler ou d'optimiser des choses beaucoup plus rapidement. Par contre, tu ne pourras pas faire de jeux vidéo, tu ne pourras pas faire de son, tu ne pourras pas faire tout un tas de trucs, un tas de choses que l'informatique classique fait. On commence à voir. Ça va plus faire. Voilà, c'est que ça, on va plutôt vers une complémentarité plutôt que dans 50 ans, il n'y a plus d'ordi classique. Oui. À un moment, c'était oui, non, mais on ne va pas remplacer le monde du HPC, ou non, mais qu'est-ce qu'on va faire de nos boulots, etc. Alors, je pense que l'informatique, on sait tous que ça évolue, et ça a évolué tellement vite. Moi, je connais ça depuis les années 80. J'ai vu mon père qui était analyste programmeur. Et tu vois, il avait une salle informatique énorme pour faire les fiches de paye de Pierre Cardin. Et en fait, c'était super rigolo parce que il pensait que ce type d'informatique. Et puis, entre les années 80 et 90, il y a la micro-informatique qui est arrivée, et il n'y croyait pas. Et en fait, un jour, ils ont viré lui et toute son équipe et sa grande salle informatique pour faire les fiches de paie face à un mec de 35 ans avec un petit ordinateur, et c'était le logiciel Ciel, je crois, tu vois. Ouais, tu vois, mais c'était, et voilà. Et du jour au lendemain, il a perdu staff parce qu'il n'a pas su évoluer. Et je pense que c'est pas des remplacements, et l'informatique continue à évoluer. Et là, le quantique, c'est une grosse marche à passer. On n'a pas encore la puissance de calcul pour faire les promesses, mais par contre, on commence à savoir comment programmer, on commence à avoir les processeurs et les ordinateurs, et donc c'est ça qui est passionnant, c'est une nouvelle ère de l'informatique avec plus de rapidité. Et la promesse, c'est peut-être faire des médicaments en quelques semaines, quelques jours. On a vu avec l'IA qu'on était capable de faire des vaccins en 18 mois pendant le Covid. Normalement, c'est 5 ans un protocole de simulation. Avant, on faisait tout en éprouvette, tests positifs, négatifs. Se simuler certains comportements. Et grâce à l'IA et à la puissance de calcul, on a pu accélérer et enlever tous les négatifs et plus faire que les faux positifs. Imaginons qu'on arrive tout de suite aux molécules positives et qu'on n'ait plus que les derniers tests à faire, voire même enlever des tests sur humains ou animaux avant de passer à la prod, ce serait formidable. Et si on sait faire ça, on sait faire d'autres choses. Donc, ça va être un accélérateur sur certains domaines. Et comme tu le dis, et on en parlera un peu plus tard, ça n'empêche pas qu'il y a des domaines sur l'informatique, j'ai envie de dire classique, qui seront toujours faits par info classique. Et aussi parce que de toute façon, il y a peut-être des domaines où le gain n'est pas il n'y a pas tant de gains à avoir. On est peut-être déjà arrivé sur certains paliers dans certaines façons de faire de l'informatique. Là où par contre, il y a d'autres choses, on en reparlera certainement, mais sur tout ce qui est cryptage, sur tout ce qui est sécurité. Au sens large, où là on sait que oui, là il y a des améliorations à faire et qu'on peut encore gagner. Donc c'est super. Mais voilà, on peut vraiment améliorer plein de choses, et donc il y a simuler des nouveaux matériaux, en effet, qui est passionnant et qui ouvre des portes dont on rêve même pas pour l'instant, parce qu'on sait qu'il faut des milliers d'années pour les HPC sur nos ordinateurs les plus puissants, et puis qu'on est arrivé un peu au bout de la on voit comment ça se recompose et comment ça se réinvente autour des processeurs actuels. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est qu'avec
l'IA, on est en train d'imaginer des nouvelles choses. Donc, la loi de Moore, on est arrivé à la taille la plus petite pour graver. Comment savoir comment superposer des couches, comment faire des nouveaux processeurs, mais ça n'amènera pas à la puissance de calcul du quantique. Ouais. Et les deux vont cohabiter et sur l'autre. Et voilà, donc c'est assez passionnant. On vit une période intéressante, challengeante. Ah oui, on ne s'ennuie pas. Tu en as un peu parlé tout à l'heure, tu l'as cité 2-3 fois, je pense que ça vaut le coup qu'on se pose un peu la question sur un qubit, parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de cette, je sais pas comment on appelle ça, cette échelle ou ce composant atomique. Donc, en quelques mots, c'est ce qui va nous définir notre processeur, c'est ça? Exactement. Alors, en fait, là, dans ton téléphone, ton ordi, on sait tous maintenant que notre résistor, c'est gravé sur du silicium. Hein. Ça fait maintenant plus de 40 ans qu'on fait les transistors comme ça. C'est ce qui a été le plus industrialisable et le rapport qualité-prix le plus efficace aussi. C'est qu'est-ce que je peux produire le plus dans une usine à rendre accessible à un maximum de gens et qui va coûter aussi le moins cher. Donc, c'était peut-être pas le meilleur matériau, c'était le meilleur matériau industrialisable et rapport qualité-prix intéressant. Bien maîtrisé maintenant. Qui est parfaitement maîtrisé maintenant, et on voit bien tout ce qui se passe autour du silicium et des transistors actuellement, et de la guerre de qui peut les produire et où. Donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que là, on est revenu un petit peu, je pense, dans les années 20 de l'informatique classique, où là, on n'a pas encore décidé quel est le meilleur matériau. Okay. Donc, ça peut être des atomes neutres, ça peut être des photons, ça peut être des circuits supraconducteurs, ça peut être dans des cavités de diamants. Je vais retrouver dans les NV Center des ions piégés. Donc, voilà. Donc, il y a une dizaine de technos, quand tu dis ça, de matériaux. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, chaque boîte a sa façon de représenter un qubit. Exactement. Va utiliser un matériau différent ou quelque chose qui a le comportement de cette particule pour réaliser le processeur. Et donc, on est encore dans cette phase de découverte de qu'est-ce qui va être le meilleur produit qu'on peut industrialiser en matériaux pour faire ce processeur. Il y a une dizaine donc de matériaux dans le monde qui ont été choisis, de particules quantiques, qui ont été choisis dans plus de 80 labos et qui se sont transformés aussi en start-up. Il y en a encore qui sont en train de sortir et là où c'est formidable, c'est qu'en France, on est le seul pays au monde, hormis, je crois, les États-Unis, où on a 6 technos sur les 10 qui sont issus de nos labos de recherche et qui sont issus d'une start-up. Et c'était là où, tu vois, avec OVH Cloud, on s'est dit, c'est génial parce qu'on a un écosystème, on est cloud provider européen français, on a potentiellement 6 des meilleurs technos au monde qui sont en train de... Comment on travaille là-dessus? Et c'est là où aussi le programme s'est lancé. C'est en Europe, on a la possibilité d'avoir cette filière et d'être autonome et peut-être, voire même de le vendre dans le monde entier. Donc, c'est un vrai sujet stratégique. Ouais, justement, alors, la réponse, hein, t'as pas une boule de cristal, mais moi, quand tu me dis comme ça, j'ai une dizaine de fer, en fait, vraiment sur la couche de base, hein, le socle le plus bas niveau. Toi, tu vois que depuis le temps que tu es dans cette branche, est-ce que tu vois quelque chose un peu quand même pas se normaliser, mais tu sais, commencer un peu à sortir en disant, moi, ça commence un peu à se structurer, il y a quand même des choses on sent que cette partie-là va quand même plus prendre. On en est encore vraiment au stade de se dire, sur la dizaine, écoutez, avancez, parce que là, ça se trouve, pour l'instant, en tout cas, il n'y en a pas une qui sort vraiment du bois plus que ça. Quoi. Alors, on commence à voir, ça fait depuis 2017, j'ai commencé à suivre, vraiment 2018 que j'ai compris un peu comment ça fonctionnait. On voit, toutes les boîtes ont avancé. C'est ça qui est formidable. Okay. Moi, je pensais qu'il y aurait, on va dire des morts, mais qu'il y aurait des technos qu'on aurait déjà abandonnés. C'est pas le cas, y compris en France, mais ça va changer dans les 2-3 prochaines années. Là, on va commencer à rentrer dans la période de l'entonnoir et des choix. Il y a les avantages de chacun type des qubits. Il y en a qui sont faciles à scaler, c'est-à-dire d'en mettre beaucoup. Ouais. Mais par contre, faire l'intrication est compliqué. Et tant qu'il n'y a pas l'intrication, on peut pas, elle n'est pas utile. T'en as d'autres où on sait les intriquer et on commence à savoir mettre beaucoup, mais ils font ce qui s'appelle du bruit dans le résultat. Donc, il faut faire des codes de correction d'erreur avec des GPU pour obtenir un résultat correct. Et puis, tu as ceux qui
qui font pas de bruit du tout, qui sont parfaits, mais qu'on n'arrive pas à en mettre des milliers dans la même puce. Ou quand on scale, j'en ai un serveur quantique qui va faire 18 mètres. Déjà quand même, c'est un peu plus gros qu'un serveur classique. Et puis, dans certains domaines, quand je vais voir les constructeurs, on me dit, alors là, quand je vais avoir 100 qubits logiques, et 100 qubits logiques, ça reste une machine pas encore hyper puissante, à 4-5 ans, la machine, elle va faire 10 000 mètres carrés, un building. Ah oui. Et là, tu dis, ouais, la consommation, comment je mets ça, comment je fais un data center pour un ordinateur qui fait 10 000 mètres carrés. Donc, on se pose plein de questions, et en effet, il y a des choses, on va devoir trancher sur quel est l'investissement, c'est combien ça va coûter en énergie, ça va coûter à sécuriser en place au sol, comment on va produire des puces qui sont le moins bruitées possible et où on peut en mettre le maximum dans un espace réduit. Donc, tu as cette course-là qui est déjà en place. Et à côté, tu as la course où elles sont des startups, elles lèvent des fonds, elles lèvent de l'argent. Et évidemment, il y a ceux qui savent storyteller, se vendre, et c'est pas forcément ceux qui ont la meilleure techno, parce que ce sont des scientifiques. Donc, c'est aussi important de regarder ce qui se passe actuellement dans le monde. Là, on voit des boîtes qui ont annoncé des énormes levées, mais c'est pas toujours celles qui ont la meilleure techno. Par contre, du coup, comme elles ont bien levé, elles sont capables d'aller racheter les meilleures technos et de devenir le futur Microsoft, Apple, Nvidia. On verra, mais on est dans cette période charnière et je pense que d'ici 2-3 ans, on va commencer à voir, ça va se réduire à 2 ou 3 technos. Ouais, carrément. Et est-ce que c'est une bêtise si je dis, on peut même imaginer, quand il va rester 2-3 technos, que peut-être que comme on ne peut pas avoir, alors peut-être que ça va arriver, mais comme on ne peut pas avoir la techno parfaite, on se retrouverait avec des architectures selon un certain use case, un certain besoin, on va dire. Cette cure-là, ok, elle n'est pas parfaite pour ce qu'elle est, par exemple. Par contre, ce qu'elle me permet de faire sur l'intrication ou sur autre truc, elle est hyper intéressante et mon use case en a besoin. Est-ce qu'il pourrait y avoir quand même à la fin de dire, on ne pourra pas un peu comme on ne peut pas avoir comme les PC, mais si les PC on a aussi une variable qui quand même coexistent, même si elles sont très proches, et on pourra peut-être avoir ça aussi dans le quantique à la fin du fin, quoi. Eh ben, écoute, tout à fait. Et je pense qu'on sait tous que les GPU, tu vois, qui servaient aux jeux vidéo n'étaient pas du tout faits pour l'IA au départ, qu'il y a eu des réutilisations. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est plus on avance, plus on voit des nouvelles voies, des voies de cohabitation, justement de façon de travailler ensemble. Et Nvidia a annoncé Nvidia Cooling, par exemple, qui va permettre de piloter plusieurs ordinateurs quantiques. IBM aussi, dans sa roadmap, a montré que peut-être, au lieu d'aller vers un gros ordinateur puissant, donc vraiment la Formule 1 du quantique qu'on espère à 15-20 ans, hein, grand maximum, donc c'est pas demain la naissance. En attendant, on va essayer de passer le calcul dans différentes machines, ou en tout cas de répartir l'algorithme sur plusieurs types de machines, voire même ce que je disais, donc on commence à avoir justement des entreprises qui se spécialisent dans le pilotage HPC, GPU, CPU, QPU. Voilà, pour envoyer le bout pour le cas d'usage sur la partie la plus intéressante. Jusqu'au quantique, quoi, en fait. Et de le répartir. Et donc, c'est vraiment en train de se faire et il y a des discussions passionnantes tous les jours. Rien n'est encore gravé dans le marbre, mais voilà. Et qu'une boîte comme Nvidia, Nvidia vient d'annoncer un investissement dans une boîte française, Alice Bob, à plusieurs milliers d'euros, même millions, je crois. Donc, c'est hyper intéressant. On intérêt de l'écosystème informatique sur ce sujet-là. Maintenant, c'est plus juste un sujet de pointe niche qui fait son tour dans son coin. On va revenir sur la partie matérielle, on parlait des ordinateurs. Juste, je te propose qu'on essaie de répondre à Magmatam, qui nous dit quid du quantique avec la sécu, quelle est la vision de Fanny là-dessus. Parce que c'est vrai que c'est un des trucs même on a communiqué un peu autour de la sécu et du Exactement. Et c'est vrai qu'il y a j'allais dire un peu l'apocalypse qui est annoncé, mais c'est un peu ça. C'est le PUD, on appelle ça d'ailleurs. Voilà, dans un avenir très proche de quelques années, la sécurité en place sur Andy et nos serveurs va être obsolète parce que le quantique va venir tout défoncer. Plus rien sera protégé. Alors, je vais vous faire peur et vous rassurer en même temps.
Le fameux QD, c'est j'ai l'algo de Shor qui casse les clés RSA. Donc cet algo, il existe, on sait qu'il marche. Mais il faut une machine à plusieurs millions de qubits pour le faire tourner. Ça nous sauve. Ça nous sauve, c'est-à-dire qu'on sait que cette attaque, elle existe, mais elle est dans certains temps. On sait aussi comment se protéger avec la PQC, la crypto post-quantique. C'est comment on change nos algos avec de l'informatique classique. Juste, on change le type d'encryption ou d'encodage. Je vais me faire taper dessus par notre ciseau qui essaye de m'apprendre le bon mot, mais à chaque fois, je me plante. Désolée pour les spécialistes. Mais en tout cas, on change la façon de faire la cryptographie de ces algos. Et en fait, c'est résilient à l'algo de Shor. Ok. Donc, parce qu'eux-mêmes fait avec du quantique ou parce que... non, sans quantique, vraiment avec de l'informatique classique. Comment on sait le... On sait le protéger. Okay, voilà, on sait quel algo attaque nos clés actuelles. On sait comment les protéger. Donc là, actuellement, il y a des roadmaps qui sont menés par le NIST, l'ANSSI, qui demandent de passer en crypto post-quantique. C'est parce qu'on sait protéger. Après, ça a un coût. Ça demande à aligner tout le monde dans le monde entier parce que il faut que si on change nos algos de sécurité, ben, on soit de communiquer et que ça tienne la route face à ces attaques. Donc, il y a 2 algos qui peuvent attaquer. Ils sont identifiés. On sait déjà comment se protéger. Donc, c'est à quel moment je décide. Et le vrai sujet, c'est le Harvest Node Decryptor. Je pirate maintenant, je stocke les données et je les décrypte dans 10 ans. Est-ce que ça craint si mes données, c'est à 10 ans ou à 5 ans? Donc, tout grand groupe DSI, ISO doit se poser la question du comment je fais une formation de résilience à ce sujet d'attaque. Mais c'est pas un gros problème, c'est plus quand est-ce que je le mets dans ma roadmap. Et en plus, il commence à y avoir des normes et voilà, l'ANSSI va donner des calendriers à respecter, donc il faut tous qu'on s'y mette, y compris OVH Cloud. Et nous, on a commencé en effet avec d'autres sujets, on pourra revenir tout à l'heure. Donc voilà, je pense qu'il faut pas s'alarmer, on sait. Et après, ce qu'il y a d'intéressant, c'est en effet, on sait qu'avec Mythos, qui a été annoncé il n'y a pas longtemps, on trouve plus facilement des failles. Donc ça veut dire que plus facilement on peut se faire pirater des données ou aussi. C'est ça qui accélère un petit peu cette peur. C'est avant avoir accédé aux données, ça restait quand même, ça avait protégé. Là, on voit qu'avec l'IA, il y a une accélération de la prise de pouvoir sur ces données. Donc ça accélère un petit peu le fait de cette prise de conscience de ouais, on va peut-être pas attendre 5 ans ou 10 ans pour changer nos sécurités. Tu parlais d'effet d'annonce tout à l'heure, des gens qui connaissent bien. Il y a aussi tout ça autour du quantique, c'est que c'est pas d'aujourd'hui, ça fait des années qu'on nous promet, comme tu dis, le QD, c'est qu'à un moment donné, les gens qui vont arriver un lundi matin, ils vont dire ah c'est bon, j'ai hacké Internet, quoi, tu vois ça. Ouais, sauf que le jour, c'est ça, si tu veux, si on s'est pas protégé avant, ben on n'aura plus rien, quoi. Donc, voilà. En effet, donc, on va mettre un mouchoir dessus. Non. Mais il faut se dire que ça va, on a le temps de quand même s'y préparer. Voilà, mais il faut commencer à faire ses audits dans son entreprise et se positionner. Et après, un autre des risques, c'est toutes les générations, on a des petits génies en mathématiques, un petit Einstein, un petit ou un petit Shor, et il pourrait trouver un algo qui va marcher avec moins de qubits que ce que fait Shor. Mathématiquement, pour l'instant, on se dit non, les mecs sont arrivés au bout d'un truc ultra complexe, mais tu ne sais jamais. C'est qu'il faut beaucoup de qubits pour l'algo de Shor. Ouais. Si demain, comme tu dis, il y a un Shor bis qui arrive en disant en fait, alors on va en reparler juste après sur le nombre de qubits qu'on a dans l'ordinateur, mais en gros, il m'en faut 100 fois moins. Là, ça commence à être compliqué, quoi. Oui, voilà, et Google a fait une annonce il n'y a pas très longtemps où justement ils disaient qu'ils arrivaient à faire tourner Shor sur une machine moins puissante que ce qu'il y avait auparavant. Donc ça a un petit peu accéléré la trouille parce que c'était la même semaine quasiment que Mythos. Mais bon, en vrai, il faut quand même 117 années pour casser les clés sur un ordinateur, je sais plus, à 10 000 qubits. Donc c'est plus des milliers de qubits ou des millions de qubits, c'est 10 000 qubits, mais c'est quand même 117 ans. Tu vas pas tu pirates des données, mais tu feras pas. Donc on a encore ce truc-là de se dire j'ai encore un peu de temps, mais on n'est pas à l'abri qu'avec l'IA on arrive à trouver mieux ou qu'un nouveau mathématicien arrive et trouve le truc. Okay. Bon, j'espère qu'on a répondu à Magmatam du mieux que possible. Justement, on parle d'ordi, on parle de qubits de puissance. On va revenir à ça puisque c'était avant qu'on réponde à la question. On parle d'ordi
Est-ce que les ordi quantique. existent? Moi, il y a encore quelques mois, années, on me disait non, mais en fait, ça n'existe pas, les ordi quantiques, c'est de la projection, on a des simulateurs, mais on n'a pas, pas de simulateurs, des simulateurs, pardon, on n'a pas d'ordi quantique. Donc voilà, moi, je voudrais, toi, que tu nous dises, voilà, ordi quantique, est-ce que ça existe, oui, non? Et s'ils existent, ben, ils ont quoi comme puissance? Et s'ils existent, pourquoi on a quand même des émulateurs, du coup? Et est-ce que c'est vraiment fiable d'avoir un émulateur? Parce que tu vois, ça fait beaucoup de choses qu'on nous dit, mais qu'on n'a pas forcément la belle vision comme il faut. J'essaie de me souvenir de toutes les questions que tu as mis dans une. Mais alors, est-ce que les... Non, t'inquiète. Est-ce que les ordinateurs quantiques existent? Oui. Maintenant, clairement, on a des ordinateurs quantiques. Donc, on en a même en ligne chez OVH Cloud, connectés à l'offre publique cloud. Après, oui, ce sont... Alors, les constructeurs te diront, on a l'ordinateur quantique le plus puissant photonique au monde connecté à OVH Cloud. C'est vrai, il fait 12 qubits. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Au niveau algo de charge, je suis tranquille. Voilà, exactement. Ou on a un Pascal Orion Beta de 100 qubits avec des atomes. Alors déjà, c'est pas le nombre de qubits qui fait la... Comme je vous l'ai dit, certains, pour avoir des milliers de qubits, s'ils sont bruités, qu'il n'y a pas de code de correction d'erreur. Donc, il y a des parts qui sont d'être mis en place pour comprendre à équivalence comment on résout un type d'algo avec combien de qubits. Ce qu'il y a d'important dans ces machines, pourquoi est-ce qu'on les met dans le cloud maintenant? C'est pas pour avoir des résultats et des avantages sur le classique ou le quantique. On commence à voir certains résultats, mais c'est pour apprendre à développer dessus. Moi, j'aime bien dire, on rêve de piloter une Formule 1, mais si tu fais carte, comme Charles Leclerc, avant de... freinage, ça fait drôle. Soit tu n'arriveras même pas à démarrer la machine de toute façon, parce que tu n'auras pas trouvé comment mettre l'essence ou changer les pneus, ou même mettre le start, tu vois. Soit tu arrives à la démarrer, mais tu vas dans le mur. Apprendre à piloter et à comprendre ces machines. Et donc, tu as parlé des émulateurs quantiques. Donc, ce sont des logiciels qui simulent le comportement des ordinateurs quantiques et qui tournent sur des CPU ou des GPU. Chez OVH Cloud, maintenant, on en a 16 en ligne. Dans l'offre publique cloud, c'est pareil. À quoi ça sert? Ça va jusqu'à une vingtaine de qubits, donc un peu plus que certains des ordinateurs quantiques qui existent maintenant. Ça sert justement à apprendre à programmer sur ces machines et à comprendre comment on va piloter, parce qu'on est à l'époque un petit peu de l'assembleur pareil de... tu remets les mains dans le cambouis en couche basse. J'ai l'impression que je vais avoir une petite déception sur la partie développement. Commencer, oui, mais ça va aller vite. Mais si tu veux, là, pour l'instant, c'est chaque type de qubit, du coup, touche pas les portes de la même façon autour pour faire les algos. Si je développe un assembleur sur du RISC et sur d'Intel, je ne vais pas avoir les mêmes instructions machine. Donc il faut que je connaisse. Exactement. Donc, ça demande de comprendre les physiques quantiques de chaque particule pour pouvoir bouger et faire ces manipulations physiques sur la machine. Et on a besoin d'apprendre ça. On a besoin et puis, c'était aussi de commencer à trouver des cas d'usage et à préparer les algorithmes. Parce que l'avantage, c'est par contre, on passe en algorithme linéaire, en mathématiques linéaires. Et ça, par contre, l'algo, dans tous les types de machines, c'est pas un problème. C'est la façon de coder et de bouger les portes qui va changer. Est-ce que je dis une bêtise en disant que ça me coûte peut-être pas le même prix de tester sur un émulateur que de tester sur un vrai ordi, ou c'est un des points. Quand tu as un émulateur, un Perceval de Candela ou un Pulsar de Pascal ou des 13 autres, si tu veux, on est sur du CPU pour une vingtaine de qubits, tu es à 7 centimes de l'heure. C'est hyper accessible. Si on a mis des ordinateurs quantiques en ligne maintenant, c'est pour vérifier ce qu'on a fait en émulation sur du vrai ordi, c'est comparer les résultats et voir si ça démarre bien, ça tourne bien. Si ça marche sur ma machine, je veux le tester quand même en prod. Tu as envie de tester sur une vraie machine et de voir. Donc ça, mais par contre, ça coûte entre 1 000 et 3 000 euros de l'heure, les machines qu'on a actuellement. Alors, c'est en pay-as-you-go à la seconde et les calculs sont extrêmement rapides. Donc, tu payes que tes secondes consommées. Mais quand vraiment tu as envie de tester un truc, voilà, j'ai bossé en émulation, j'ai tout préparé avec mes équipes et une fois que mon algo est prêt, que je veux tester sur la vraie machine, je le sens accessible. Deuxièmement, créer une quantum platform, c'était aussi être préparé à avoir en fait les connectiques. C'est que là maintenant, chez OVH Cloud, tu peux avoir tous les différents types d'ordinateurs quantiques qui vont venir. On va être capable de les facturer, juste changer le prix en fonction du nombre de qubits.
mais on sait interférer les émulateurs, toutes les façons de programmer qui vont arriver avec nos infrastructures et l'ordinateur quantique. Ouais, c'est pas mon client de tester pour de vrai, et ça permet à nous, providers, aussi d'être prêt pour la suite, de comprendre ce qui se passe, tu vois. Et là, par exemple, on n'héberge pas ces machines. On en a acheté une pour notre R&D, mais on n'héberge pas ces machines, elles sont à distance parce qu'elles demandent quand même une maintenance particulière. Par contre, on est déjà du coup en train de réfléchir et de discuter avec les constructeurs pour savoir comment créer les salles DDC de demain. Et je peux t'assurer que quand j'arrive et que je dis il faudrait moins de vibrations, des températures où il n'y a pas de changement de 5 degrés, c'est pas la même chose que ce qu'on fait avec nos serveurs. Et ça va pas prendre la même chose. Donc ça nous demande un temps d'adaptation, des choix d'investissement. Et donc ça permet de construire ce futur pour nos clients et d'être prêts. Et c'est hyper intéressant pour tout le monde en fait. Pas que le côté dev, on va en parler là de ce programme, mais ce que je disais tout à l'heure, où il va falloir savoir selon l'architecture qu'on a, etc. Mais tu as aussi tout le monde de l'industrie qu'il faut aussi un peu shifter pour aller vers, comme tu disais, des data centers qui vont répondre à ces ça demande des changements, ça demande des changements, des investissements, de la R&D, des compréhensions des deux mondes. On a des gens qui commencent à faire de l'ingénierie informatique et des ingénieurs informatiques qui doivent comprendre le monde des data centers. Et nous, de l'autre côté, c'est pareil. Donc, tout le monde est en train de s'éduquer. C'est pas des connaissances qu'on a, c'est en train de, tout le monde se forme. Il n'y a pas d'école pour ça. Oui. Hein. On apprend sur le tas. Donc voilà. Et un autre des sujets aussi, c'était d'offrir une plateforme le plus sécurisée possible par rapport à ce qu'il est capable de faire maintenant. Et c'est plus facile pour des clients d'arriver, de faire un contrat avec OVH Cloud et d'avoir accès à multiples machines et émulations dans un environnement sécurisé. Bah, tu vois, on me dit souvent, oui, mais c'est du logiciel open source gratuit. Mais toi comme moi, jamais on nous autorisera à installer un logiciel open source sur une machine qui n'est pas faite exprès pour la R&D. Les niveaux de sécurité ne permettent plus ça maintenant. Donc, ça permet d'offrir aux clients. C'est tout l'avantage qu'on a. Et comme tu dis, de gérer les budgets et tout. Ça change, ça évolue. Tu n'as peut-être pas envie de passer 50 ans à comprendre comment il faut customiser le truc pour que ça fonctionne. Donc, non, moi, je trouve que c'est plutôt. Tu en as un peu parlé de la partie dev. Donc, tu disais, il faut qu'on. Pour l'instant, qu'on maîtrise le côté un peu plus assembleur. Il me semble que quand on en avait parlé, tu m'avais dit qu'on a quand même des abstractions Python, notamment nous, côté OVH. On propose des notebooks, je crois, qui nous permettent de faire un peu la main sans pour autant connaître le côté assembleur pur de l'architecture. Oui. Donc, si vous faites du Python, quasiment tous les notebooks qu'on a, donc, ce sont des images des émulateurs quantiques qui sont mis en format notebook, comme notebook Jupyter, hein, vraiment comme on fait en AI. Et là, dedans, vous retrouvez des librairies avec déjà des codes préenregistrés que vous pouvez utiliser pour commencer à apprendre à bidouiller et mettre les mains dans le cambouis. Donc, c'est une abstraction, là, le Python. Le Python, en fait, derrière, je présume qu'il est libre de le traduire en langage machine. Oui, et alors c'est là où qu'on ait des voix des devs et c'est là où moi je vais pas forcément, mais en tout cas le but c'était vraiment de faciliter la vie et d'aller. Il y en a un qui est vachement bien, c'est Merlin par exemple pour tous les data scientists AI. Il y a l'émulateur Merlin, il est vraiment adapté à ceux qui n'y comprennent même. T'as même pas besoin d'aller comprendre la physique quantique. Tu tes data AI dans cet émulateur, ça a été adapté. Et pour le coup, moi, je travaille aussi avec d'autres startups, d'autres boîtes, quoi, avec justement l'avènement de l'IA. Moi, je rêve d'avoir des boîtes qui commencent à bosser, à faire. Je vais arriver en ligne, ça traumatise certains un peu partout dans les boîtes actuellement, mais imaginons que je viens avec mon cas d'usage et qu'il y a déjà des librairies d'algo qui permettent certaines choses qui ont été faites, plus le code en fonction du type de qubit, et que ce soit capable d'aller chercher le meilleur ordinateur quantique et automatiquement, quoi. On peut se retaper toutes les couches parce que maintenant on a évolué dans cette façon de développer et je pense que ça va être beaucoup plus facile. Là, c'est un petit peu complexe au démarrage, il faut comprendre les choses. Mais je pense que ça va être lissé beaucoup plus vite qu'informatique classique. Moi, j'y crois absolument. Donc voilà, et on suit ces sujets-là parce que moi j'aimerais bien que dans 5 ans on arrive, on va être code sur tous les ordi quantiques et qu'on ait juste à mettre plus de puissance derrière. Bon, ça va demander un peu de tout,
Mais en tout cas, on essaie plein de choses, on discute avec plein de gens et c'est formidable ce qui se passe. Donc, donc clairement, tout ça, nous, c'est accessible. Voilà, donc c'est evhcloud.com, public cloud, quantum, il y a la partie quantique maintenant, et vous avez, voilà, il y a la partie émulateur pour accéder aux émulateurs. On a séparé émulateur et ordinateur quantique parce que la différence de prix, on voulait pas le mettre dans les flavors et que ça fasse passer de 7 centimes à 3000 euros. Si tu de l'or, ça pique un peu, donc on les a bien séparés, on séparé le hamburger du caviar, mais voilà, c'est accessible, c'est en PSO et c'est à la minute pour les émulateurs et à la seconde pour les ordinateurs quantiques, les QPU. Donc, allez tester. C'est éligible au voucher de bienvenue de mémoire. Ouais, le voucher de 100 € est accessible, donc les émulateurs, parce que vous ne ferez pas grand-chose avec lui. Mais en tout cas, oui, tu peux faire plus de 80 styles d'émulation sur la plupart des émulateurs. Plaisir, tester. En CPU, voilà, vous pouvez aller jouer avec les GPU, mais ça suffit pour tester au final. C'est pas besoin de tout de suite vouloir. Non, à part pour Merlin, à part pour certains, à part pour CUDA-Q et Merlin, tous les autres tournent très bien sur du CPU. Voilà, donc ils poussent à la course. Non, c'est super intéressant. Ça file vite. On savait qu'on aurait beaucoup de choses à dire. Moi, ce qui m'intéresse, tu en as un tout petit peu parlé, et juste qu'on se pose 2 secondes. On a aussi quand même pas mal de partenaires qui nous accompagnent sur cet écosystème. Je vais te laisser peut-être, soit tous les dire comme tu veux, soit juste faire le zoom sur 2-3. L'idée, c'est pas d'en privilégier plus l'un que l'autre, mais c'est intéressant de voir aussi qu'on travaille avec des partenaires qui sont vraiment à fond dans le truc. Je voulais que tu nous en dises un peu 2 mots sur nos partenaires sur ce truc-là. Je pense que, clients, parce que les partenaires, vous retrouvez tous les logos sur le site, mais donc on travaille avec Alice et de Pascal, Candela, ça c'est on a tous ceux qui font des logiciels comme Colibri TD, QPerfect, je vais en oublier certains, Multiverse. Voilà, et on les a accompagnés via notre startup programme dès le démarrage, la plupart. Après, ça a été plutôt côté client qui a envie de faire du quantique, et ça c'était assez intéressant. Donc il y en a qui sont sous NDA parce que c'est des sujets voilà, un peu plus pointus, mais en tout cas on peut pas encore en parler. Mais par contre, on a un très très beau projet public. C'était il y a le projet Destination Earth de l'Agence européenne spatiale. Avec Serco, donc qui est leur intégrateur de plateforme. On a donc Destination Earth, c'est le jumeau numérique de la Terre. Donc c'est toutes les données qui viennent de l'Agence européenne spatiale. Ces données sont mises à disposition gratuitement pour faire des calculs. Donc, ils utilisent tout un tas de types d'infra classiques, y compris nos GPU, notre storage, pour cette plateforme. Mais ils voulaient aussi une couche quantique et proposer aux utilisateurs de cette plateforme, il y a plus de 5000 utilisateurs qui viennent utiliser les données de la Terre pour les analyser et commencer à lancer des programmes quantiques. Et donc, on a fait en partenariat avec Serco l'intégration de la plateforme quantique OVH Cloud. Donc là, dès maintenant, quand vous vous inscrivez sur la plateforme Destiny, vous pouvez avoir accès gratuitement aux émulateurs et aux données spatiales et commencer à traiter ces données. Et puis bientôt, ils vont annoncer donc aussi l'accès aux ordinateurs quantiques. Donc c'est financé en partie par Europe. Et ça, c'est chouette parce que ça donne quoi? Alors, je vais prendre des exemples. C'est un exemple un peu capillotracté, tiré par les cheveux, mais qui permet de comprendre. Quand on parle d'optimisation, par exemple, alors on a vu beaucoup de cas d'usage d'optimisation de satellites dans le ciel. C'est l'inverse, ça se passe dans le ciel, mais c'est comment j'arrive à placer tous mes satellites le mieux pour avoir la meilleure communication, pas de déperdition, etc. Et cet algorithme, c'est un algorithme d'optimisation. Si j'imagine j'ai des vaches et je veux des vaches qui n'ont pas de piqûres de moustiques pour avoir un très beau cuir, je veux qu'elles soient bien nourries, etc. Mais j'ai plus de 200 vaches dans plus de 8 champs, j'ai 20 champs. On est déjà sur un calcul exponentiel qui n'est pas résolvable
par informatique classique. Et donc, avec l'informatique quantique, je vais pouvoir travailler cet algo. Et donc là, même avec une centaine de qubits, je peux déjà une centaine de vaches dans une vingtaine de champs. Donc, j'ai déjà un petit avantage. Ça va pas être forcément tant de calcul, mais plus en coût énergétique, puisqu'un ordinateur quantique de Pascal de 100 qubits consomme l'équivalent. Alors, il dit, je crois, 2 grippins ou 2 sèche-cheveux. Donc, à date, l'avantage énergétique que d'aller chercher un HPC qui va mettre le même temps, mais qui du coup consomme plus. Mais plus on va avoir de ce genre de choses. Et puis, c'est pareil. Il y avait un usage avec le CNES. Alors, c'était pas avec nous, mais en tout cas, c'était sur la détection de gaz et d'être capable de reconnaître une planète, ou en tout cas, s'il y a certains matériaux qui sont détectés, on va pouvoir d'autres matériaux et se dire que tel ou tel matériau est à tel endroit et simuler aussi des qu'on pourrait trouver grâce à ces nouvelles molécules. Et donc, voilà, donc tout ça, c'est avec la donnée spatiale et avec le données des jumeaux numériques, hein, ça va de l'hygrométrie, des champs de sauterelles à la température. On a des sujets de clients qui se posent la question du j'ai des champs et avec le réchauffement climatique, je vais devoir, par exemple, changer mes vignes de place. Je peux pas les laisser où elles sont. On va plus faire de vin. Et donc, arriver à simuler, grâce à ces données spatiales, là où il faudrait les mettre pour avoir la bonne terre, la bonne température, la bonne hygrométrie, la bonne, le fait qu'il n'y ait pas de pollution qui pourrait être toxique, tout ça sont des données qu'on peut voir grâce aux données spatiales. Et donc, arriver à agréger tout ça et à mettre et à sauver des plantations ou optimiser ces plantations, ça pourrait résoudre des cas d'usage de beaucoup de temps. Donc voilà. Donc on est au début de cette aventure-là aussi, mais elle est hyper intéressante et donc le partenariat est officiel et fonctionne. Et on commence à travailler des cas d'usage. J'espère que l'année prochaine, on aura des belles choses à vous raconter concrètes. C'est une belle histoire. Et tu sais que s'il faut les voir, tu sais à qui, il faut demander de t'accompagner. Alors c'est même mieux, là c'est à Frascati, à Rome, au centre de l'Agence européenne spatiale. C'est très sympa. Je peux aussi faire. J'aime beaucoup parce qu'il y a des stations dans la base à les prendre en photo. Avec plaisir. Je te propose de conclure le stream sur des petites questions que j'avais prévues, juste comme ça pour un peu ouvrir vers la suite. Tu en as un peu parlé, et on en entend souvent maintenant parler, alors peut-être à tort ou à raison, IA quantique, compatible, pas compatible, est-ce que c'est de l'huile et du vinaigre, est-ce que l'huile et de l'eau plutôt, est-ce que l'un va servir l'autre, est-ce que les deux vont se servir, enfin, toi, tu le vois comment ça? Tu en as un peu parlé, donc je pense qu'on a une petite idée, mais... On fera pas d'IA et on va pas faire d'AGI sur un ordinateur quantique. Ça, voilà, ça c'est bullshit. Celui qui dit ça et il n'a pas compris comment ça marche, ça va pas permettre ça. Ça peut potentiellement accélérer l'apprentissage du machine learning, mais on peut pas traiter beaucoup de données en IA, donc c'est pas du big data. Donc il y a des vues d'optimiser et d'améliorer l'apprentissage de l'IA. Ce qui est intéressant, c'est comment l'IA permet d'accélérer la simulation, par exemple, justement, des processeurs quantiques. C'est plus l'IA, pour l'instant, qui peut nourrir le quantique et aider à accélérer ou mieux développer. Ce qu'on a vu et qui est très intéressant, et il y a un sujet super passionnant, c'est les batteries FEMOCO. C'est des nouveaux types de batteries. En lithium, plus tu les charges, plus elles se vident, plus elles sont grosses, plus c'est long à charger. Là, il y a un cette semaine qui montre a priori on a réussi à faire la version de ces batteries. Au début ça devait être, on pensait ne le faire qu'avec le quantique, la puissance du quantique. Il se trouve que avec de l'algorithme quantique, du quantum inspired et de l'IA, ils ont réussi à faire une batterie, un début de prototype de batterie. C'est que plus elle est grosse, plus elle se charge vite déjà, tu vois. Rien que ça, tu vois, ça vend. Donc c'est le tout début d'un truc, mais en fait, si on n'avait pas eu l'informatique quantique, on n'aurait pas fait de maths linéaire. Si on n'avait pas fait de maths linéaire, on n'aurait pas eu de quantum inspired et on n'aurait pas accéléré cette recherche. Donc, on pensait ne le résoudre que grâce au quantique. Finalement, on se rend compte qu'on n'a plus besoin du quantique pour le résoudre. Mais c'est pas penser en mathématiques quantiques que ça a ouvert des portes. Et c'est ça que je trouve génial. C'est peut-être qu'on n'arrivera jamais à avoir un ordinateur quantique Formule 1 à 1 million de qubits, mais on est en train d'ouvrir et de défoncer un tas de portes qui nous font monter en compétences. Et on trouve. Et là, oui, l'IA actuellement, c'est plus l'IA qui va nourrir le quantique que l'inverse.
Mais il y a des recoupements et comme on disait, c'est aussi pareil, être capable de répartir entre CPU, GPU, IA et quantique des résultats, ça va donner des choses. Ouais, ça c'est super intéressant. Non, mais c'est super cool. Euh, pour finir, je vais te demander de sortir ta boule de cristal. Exercice toujours périlleux. Avec deux petites questions. Chez toi, pour toi, alors peut-être une plus simple que l'une que l'autre. Je pense la plus simple. Le futur du quantique chez VH Cloud dans les années à venir, ça va vers quoi du coup? Continuer à déployer des machines toujours plus puissantes avec tous les partenaires qu'on a annoncés. Octave a annoncé au Summit jusqu'à 8 ordinateurs quantiques d'ici fin 2027, dont 7 européens. Donc une vraie ambition d'essayer de porter le quantique, avoir un cloud quantique européen souverain accessible partout dans le monde et d'aider à faire briller nos boîtes européennes. Mais aussi avoir des partenariats avec les grands acteurs stratégiques. Donc ça, c'est en cours et je pense qu'on est développer notre roadmap sécurité sur ces sujets-là. Donc, on a fait nos sarcelles. Vous pouvez aller voir, il y a un super article de blog qui avait été fait par Sébastien Després, notre PMM, sur le sujet, une vidéo qui explique bien ce qu'on a fait. Mais voilà, donc c'est accélérer ces choses-là et continuer à discuter avec l'écosystème. Après, je pense que... truc, quoi, en fait, parce que c'est ce qui fait, comme tu dis, ça bouge tellement que de toute façon, c'est d'être là et de prendre des occasions. Ouais, là, je viens de voir, j'ai 2 nouvelles startups françaises qui veulent construire des nouveaux ordinateurs quantiques en France, juste en France, et c'est encore des nouveaux types de qubits. Donc, je me dis, je croyais qu'on avait fait le tour. Non, il y a encore des nouvelles choses qui arrivent. Donc, c'est continuer à discuter avec ces gens-là, avec les labos de recherche, être capable de vraiment être au cœur de l'innovation et de l'accompagner avec tous nos moyens, toute notre volonté. Ouais, ça donne vachement envie. L'autre question, un peu moins facile, je pense, dans la boule de cristal, c'est et dans les 10 ans, 20 ans à venir, le quantique, tu vois ça, je sais pas, toi, alors, soit dans tes rêves, soit dans ce que tu imagines. Si je te dis, on se fait cette émission-là, allez, dans 10 ans, on sera encore là. Je prends pas trop de risques. Dans 10 ans, est-ce que je serai à la retraite? Non, même pas, la vache. Donc, je serai peut-être encore. On racontera quoi? Toi, tu vois quoi dans 10 ans dans le quantique? On sera en train de dire, on aura tous des ordi portables quantiques ou Non, des ordinateurs portables, c'est pareil. Ça, je suis pas sûre. Vu les cryostats et tout, même avec la miniaturisation, je suis pas sûre. Par contre, déporter dans le cloud, avoir accès au quantique, à la puissance du quantique, oui. Je pense que de toute façon, le goal, c'est d'avoir des trucs de moins en moins puissants dans nos poches et tout en déporter. C'est là au business aussi. Non, j'espère qu'on aura une boîte européenne, soit un IQM, les Finlandais, ou soit Candela ou Alice Bob ou Kobli qui soit leader du marché de la puissance de quelqu'un entier, que la France soit le pays les porteurs et tire le haut. Non, dans mon monde idéal, on a une fenêtre de tir d'encore 2 ans pour avoir les investissements, aider ces boîtes-là à exister et les supporter. Je pense que si toutes les entreprises européennes jouent le jeu, elles peuvent réussir. Sinon, je vais être aussi honnête et réaliste, les financements dans les pays, et en particulier aux États-Unis, doivent être extrêmement forts, la commande publique extrêmement forte. On risque de consommer aussi encore des technos étrangères. Donc, je pense que c'est aussi une alerte que j'ai et que j'aime bien passer. On a un peu ce devoir, et je pense que OVH Cloud et Octave, c'est une vraie volonté, c'est de se dire, si je fais 1 milliard de revenus, il faut que j'investisse au moins 1 million à aider dans le quantique pour aider cet écosystème et qu'on se plaigne pas dans le futur d'être capable d'avoir... Continuer à se dire, ouais, mais c'est les Américains, ils ont l'air meilleurs, donc je vais quand même financer les Américains, on verra si les Français ou les Européens s'en sortent. Tu leur donnes pas de chance de réussir. C'est qu'il faut les nourrir, il faut consommer. Donc voilà. Donc en achetant un ordinateur quantique à Candela, on leur a permis de faire une levée de fonds parce qu'ils ont eu un client. Ça fait partie du jeu je pense donc voilà, c'est comment on s'investit tous à supporter cet écosystème. Sinon, oui, après ce sera sûrement très bien, mais moi j'aimerais tellement bien que ce soit que l'Europe redevienne le devant de la scène. Je pense qu'on en est tous là. Ok, juste quelques petites annonces pour finir parce qu'il faut qu'on clôture. Déjà, il va falloir qu'on ferme la boutique. La première chose, il y a un gros truc qui arrive, c'est France Quantum et Vivatech. Je mets les deux ensemble parce que les deux se suivent.
les deux, tu es présent sur ces 2 events. Exactement, et Octave aussi Et d'ailleurs. Octave aussi. Quantum, c'est la 5e édition, c'est à Station, et on vous met un petit QR code si vous suivez l'émission, vous avez le droit à un billet gratuit pour venir, donc n'hésitez pas à prendre un billet à nous rejoindre. C'est toute la journée du mardi 16 juin, donc à Station F. C'est un événement qui réunit tout l'écosystème quantique internationaux. Il y aura 10 délégations étrangères, une délégation australienne, japonaise, polonaise, allemande. Vraiment, on réunit plein de gens, plein de speakers. Parler justement plus cas d'usage, industrie, comment des groupes comme Matmut ont pu commencer et pourquoi est-ce qu'ils vont dans le quantique, comment on fait de la détection de fraude à l'assurance grâce au quantique. C'est des sujets qui sont hyper intéressants. Donc voilà, Octave fera les annonces puisqu'on aura des annonces justement, des nouvelles choses à vous raconter sur le sujet. Et puis on se retrouve aussi donc sur Vivatech avec un stand de 250 mètres carrés et au milieu, je mets un ordinateur quantique Belenos. Non, mais non, là, c'est celui qu'on a connecté, là. Donc, c'est le Belenos 12 qubits de Candela. C'est un ordinateur quantique photonique. Okay. Donc, il sera sur le stand et on aura aussi des partenaires comme WeLink. On aura un petit coin pour revenir. Donc, venez poser vos questions. Venez nous rencontrer à Vivatech. On sera là pendant les 4 jours. C'est une grosse semaine événementielle. Allez vers France Quantum. Et puis, si vous voulez venir nous voir sur le stand, voir un vrai ordi, discuter avec Fanny sur tout ça. Et choper des petits stickers laser comme Aurélie et d'autres aiment bien avec le petit chat de Schrödinger. Ouais, bah donc n'hésitez pas. L'autre chose que je voulais dire, c'est qu'on a aussi un dossier ou plusieurs dossiers qui arrivent dans ProgMag pour celles et ceux qui connaissent le magazine autour du quantique aussi. Donc pareil, si vous êtes abonné, bah, vous recevrez ça. N'hésitez pas à lire ça. On arrive sur la fin. Fanny, un énorme merci. Rendez-vous pour la saison prochaine et on amènera des partenaires. Non, mais les vrais devs qui mettent les mains dans le code parce que moi je code plus assez. C'était déjà parfait. Mais en tout cas, des vrais qui s'amusent à bouger justement toutes les portes quantiques et qui vous parleront des couches d'abstraction et tout. Donc, qui parlent votre vocabulaire de dev, ça c'est. On verra ça. Donc merci à toi. Merci à Aurélie qui est en régie aujourd'hui d'avoir assuré. Si ça vous a plu, faites-nous des commentaires, faites-nous des feedbacks, c'est avec plaisir. Si vous voulez aussi un peu échanger avec des gens chez nous, sur le Discord, il y a un channel quantique, Quantum Computing, qui doit être vers l'IA ou un truc comme ça. Non, maintenant c'est une section Quantum Computing et il y a une emulators et QPU, donc vous pouvez aller poser vos questions, discuter. Poser des questions, discuter, il y a plein de gens super cool. Nous, on se donne rendez-vous à la rentrée. On se prend 2 mois non pas de vacances, mais on ne fait pas de stream. Si seulement on avait 2 mois de vacances, ce serait parfait. Donc, j'ai envie de dire encore merci Fanny, merci à vous toutes et tous. Et puis, on se donne rendez-vous à la rentrée pour du quantique, mais aussi autre chose. Merci Fanny.